Bonjour à toutes et tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans le cadre des rencontres de l'instant d'après, un événement qui se tiendra au Collège européen de Cluny du 21 au 22 octobre. Ces 2 journées auront vocation à rassembler des acteurs du territoire et des intellectuels sur la thématique des nouvelles pensées de l'écologie. Divers thèmes et enjeux locaux feront l'objet de débats sous la forme d'une douzaine d'ateliers de table ronde. Après la séquence électorale de cette première moitié d'année, ces rencontres permettront d'engager une réflexion sur la façon dont l'écologie peut convaincre le plus grand nombre. Vous pouvez dès à présent retrouver le programme, les invités et le lien d'inscription sur le site de la Fabrique écologique, qui est l'un des partenaires de l'événement, avec Agir pour l'environnement, Écologie et politique, le réseau Le Lierre, le média Reporter, le Club de l'Olivier, la revue Multitude et la Fondation Daniel Mitterrand. Lors de cet événement, un atelier aura pour thème « Quoi de neuf du côté des pensées de l'écologie ?» en compagnie de 4 invités. Catherine Larère, philosophe et professeure de philosophie, qui a travaillé notamment sur la philosophie environnementale, protection de la nature, prévention des risques, justice environnementale. Dominique Bourg, philosophe franco-suisse, professeur honoraire à l'Université de Lausanne, spécialiste des questions environnementales. Patrice Maniglier, maître de conférences en philosophie et art du spectacle à l'Université Paris-Ouest Nanterre, et Fabrice Flippo, professeur de philosophie, d'épistémologie et d'histoire des sciences et techniques à l'Institut Mines Télécom, qui travaille sur l'anthropologie de la modernité et de la globalisation, le développement durable et la décroissance. Aujourd'hui, et afin de préparer cette table ronde, j'ai le plaisir d'accueillir Marin Schaffner et Baptiste Lanaspez de la maison d'édition Wild Project, qui a édité et fait connaître un grand nombre des auteurs du champ des nouvelles pensées de l'écologie. Bonjour Marin Schaffner et Baptiste Lanaspez. Baptiste, bonjour. Alors Baptiste, philosophe de formation, vous êtes auteur et éditeur et vous avez écrit notamment Marseille, ville sauvage, essai d'écologie urbaine chez Actes Sud, et plus récemment Nature chez Anamosa. Et vous avez fondé en 2009 les éditions Wild Project, consacrées à la pensée écologiste. Marin, vous êtes ethnologue de formation, auteur et traducteur, vous animez des ateliers d'écriture et vous faites de l'éducation populaire aux sciences sociales, et vous êtes éditeur associé des éditions Wild Project. Et vous avez récemment écrit Un sol commun, lutter, habiter, penser chez Wild Project. Vous êtes ensemble les auteurs du manuel Les pensées de l'écologie, un manuel de poche chez Wild Project. Et puis, vous avez maintenant d'autres projets dont vous allez nous parler. Alors, en introduction, en quelques mots, pouvez-vous nous présenter les éditions Wild Project et votre action dans ce cadre depuis des années et quelles leçons vous en tirez quant à la demande contemporaine d'écologie? Alors Marin, je commence peut-être pour la première décennie. Ouais, je t'en prie. Donc de 2009 à 2019, Wild Project était une aventure assez solitaire, puisque c'était une toute petite maison que j'ai créée tout seul, sur la conviction qui était la mienne d'un ancien étudiant en philosophie, qui avait vu émerger dans le monde anglo-saxon, à la faveur d'un séjour d'1 an à New York, qui avait vu émerger le fait qu'il y avait une petite révolution en philosophie. À l'époque, mon cadrage était assez étroit, vraiment là. Il y avait une petite révolution autour pour le dire simplement, d'une redéfinition de l'idée de nature, qui en fait était quelque chose de colossal, parce que ça bougeait absolument toutes les lignes de la philosophie moderne qu'on nous avait enseignée, qu'on nous avait transmise, dont on est hérité. Et donc, il m'a semblé que c'était un chantier colossal qui pourrait potentiellement m'occuper toute la vie. À l'époque, je m'étais dit, j'en ai pour 10 ans. En fait, c'était une estimation assez juste, puisque donc, pendant une dizaine d'années, j'ai donc publié dans cette maison qui était minuscule à l'époque, quelques ouvrages fondateurs, parmi ceux qui étaient disponibles, évidemment, en traduction, de ces grandes figures qui redéfinissaient l'idée de nature en philosophie. Donc, des gens comme Beat Kalikot, des gens comme Imani Shikinji, le fondateur japonais de la primatologie, des gens comme Arne Naess, etc., avec aussi de la littérature. Et voilà, tout ça dans une certaine, on va dire, dans un moment où il n'y avait aucune mode en France autour de l'écologie. Et puis moi, mon propos était relativement restreint sur l'angle philosophique. Et jusqu'au moment où, en 2015, 16, 17, le rayon écologie s'est mis à exploser. Et à ce moment-là aussi, la maison a commencé à infléchir sa ligne éditoriale en créant une collection qui se situait à la croisée des questions écologiques et des questions décoloniales, qu'on a créée en 2017 avec Pascal Ménoré, un anthropologue, qui s'appelle Le Monde qui vient.
et donc qui a tout d'un coup politisé aussi la maison sur cette question décoloniale, qui à l'époque était encore plus clivante qu'aujourd'hui. Donc c'était aussi un risque intellectuel pour nous très fort en 2017 de partir là-dessus. Mais pour nous, c'était une conviction aussi majeure qui est en train d'éclore. Et c'est dans ce contexte-là que je passe la main à Marin, puisqu'à partir de 2019, l'aventure est devenue collective, notamment avec l'arrivée de Marin Schaffner, mais aussi nos collègues Georgia Froman, Gayane Zavato, maintenant Michel Telles, on est maintenant plus nombreux. Et à partir de 2019, le jeu a changé, notamment parce que Marin est arrivé avec une soif de publier qui venait prendre le relais de la mienne, qui était un tout petit peu assouvie, ma soif, étanchée. Et donc, Marin est arrivé avec plein de nouvelles propositions, de nouvelles idées en 2019. Et notamment, enfin, quand on s'est rencontrés, ce dont on a très vite discuté, c'était aussi de la décennie qui s'ouvre maintenant pour Wild Project, la deuxième décennie de la maison d'édition. Donc, ce qu'on a commencé à faire ensemble, c'est ce livre d'entretien dont vous avez parlé, Un sol commun, qui du coup faisait pour les 10 ans de la maison d'édition un peu le tour de ces pensées de l'écologie en langue française. Qu'est-ce qui s'était passé au cours des 10-15 dernières années, en allant voir Émilie H, Philippe Descola, Baptiste Morisot, Catherine Larère, justement, enfin voilà, pas mal de personnes. Et en faisant ce travail, on a aussi eu l'occasion de discuter ensemble de la maison et de ce sur quoi elle s'appuyait. Et notamment, on a eu l'envie ensemble de lancer une collection de livres de poche qui s'appelle Petite bibliothèque d'écologie populaire, avec vraiment la volonté justement de diffuser autrement ces pensées de l'écologie, de s'appuyer sur la qualité du catalogue, sa densité, mais de pouvoir en avoir des formes qui sont aussi voilà, plus accessibles, plus souples, plus petites, et qui permettent probablement de discuter avec un plus large public, de mieux faire connaître toutes ces pensées, d'être un peu des portes d'entrée vers ces philosophies de l'écologie qui, bien entendu, sont essentielles, mais ne sont pas forcément toujours très accessibles. Ok. Et du coup, en refaisant l'histoire de 150 ans de pensée de l'écologie que vous avez fait dans votre manuel, les pensées de l'écologie, eh bien, quelles sont, selon vous, les pensées, hein, enfin, thématiques, auteurs, écoles vraiment marquantes de l'écologie? En gros, les idées que tout écologiste devrait connaître et dont il pourrait s'inspirer. Marin, tu veux commencer? Ben, alors du coup, je pense que c'est une question à laquelle il est difficile de répondre parce que surtout ce dont on se rend compte, c'est de l'extraordinaire diversité de ces pensées, en fait, la richesse de tous les sous-courants qu'il peut y avoir à l'intérieur de ces pensées. Moi, ce que je retiendrai principalement, alors déjà, enfin, il faut le dire en introduction, c'est important, l'écologie, elle arrive d'abord par le côté scientifique, comme une sous-branche de la biologie, et puis après, elle se répand à l'intérieur de toutes les sciences de la vie et de la Terre, à l'intérieur ensuite de toutes les sciences humaines et sociales, et elle reboucle avec la question politique. Notamment, un des premiers livres édités par Wild Project, c'est quand même Printemps silencieux de Rachel Carson, qui est vraiment symbolique de ça, une biologiste qui s'empare de la question politique et qui la porte vraiment à l'intérieur de l'arène médiatico-politique et de la société civile. Donc moi, je dirais qu'une des choses, enfin un des courants qui est vraiment un courant majeur de mon point de vue et qui traverse vraiment tout le XXe siècle, c'est vraiment la relation entre la science et les luttes. En fait, si on regarde par exemple tous les courants qui sont liés aux pensées anarchistes, que ce soit Élisée Reclus, Pierre Kropotkin, et qui en fait rebouclent ensuite avec les questions du coup des mouvements antinucléaires, aujourd'hui de l'écoféminisme ou de l'écologie décoloniale. Une des choses importantes pour moi, fondamentales, enfin si je dois en retenir une fois encore, il y en a pas mal d'autres, mais si je dois en retenir une, c'est vraiment la reconnexion entre la science et les luttes, qui me paraît être un enjeu voilà, vraiment majeur de ce qu'ont porté les pensées de l'écologie depuis 150 ans maintenant. Et en complément de ce que dit Marin, je voulais juste rappeler la genèse du bouquin parce que cette histoire est amusante. Au moment où j'avais créé la maison d'édition en 2009, j'avais eu cette idée, encore une fois dans une certaine solitude, cette idée de faire un manuel pour les terminales qui reprendrait toutes les notions du programme de terminale, donc l'art, le devoir, la conscience, le travail, vous vous rappelez, et de montrer que, parce qu'actuellement, en programme de terminale, il n'y a que des notions qui sont centrées sur des problèmes humains, anthropocentrés, et il y a une notion qui est la nature, en gros, et puis un truc sur les sciences, bon, voilà. Mais en fait, la nature paraît comme une niche. Donc moi, on me disait souvent, l'écologie, c'est une niche, en fait, en philosophie. Et je m'époumonais à dire, mais non, ce n'est pas une niche, ça rebat toutes les cartes de la philosophie occidentale. Et donc là, l'idée, c'était de se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un manuel qui reprend toutes les notions du programme de terminale et qui montre comment chacune d'elles, le désir, c'est affecté par l'écologie, le travail, c'est affecté par l'écologie, l'art, c'est affecté par l'écologie. En fait, toutes les notions sont twistées. Sauf qu'on s'est rendu compte en le faisant avec Marin que ça ne marchait pas du tout ce système-là parce que c'était faire rentrer des ronds dans des carrés. Et donc, on a fait un travail assez colossal quand même de conception, le plan. Alors, ce n'est pas une réponse exacte à votre question, mais un peu quand même. C'est un travail assez compliqué de voir qu'est-ce que c'était qu'un bon manuel de philosophie de l'écologie, au sens le plus large.
Et donc, le livre, quand on regarde le livre en pensant à ça aussi, on voit bien le boulot qui a été fait. Et donc, au final, on a structuré le livre autour de 3 grandes questions, qui étaient donc, que peut-on… Marin, tu les connais, les questions par Ouais. cœur, toi. Peut-on connaître le vivant? Ouais. Peut-on Comment connaître bien le vivre sur vivant? Terre? Ouais, comment bien habiter la Terre et à partir de quels principes refaire des mondes? Et qui étaient un peu les questions en fait épistémologiques, éthiques et politiques. Donc, enfin, voilà, en tout cas, moi je pense qu'une des choses les plus importantes à dire, c'est vraiment cette question de l'entrelacement, quoi, de l'entremêlement. L'écologie, en fait, elle fait exploser tous les dualismes de la modernité, de l'Occident moderne, et elle oblige à vraiment enfin, recomposer complètement la manière dont on pose les problèmes. Donc, enfin, du coup, ce n'est pas une réponse directe à votre question, mais globalement, c'est ça, en fait, c'est qu'il est très difficile de répondre à cette question dans le sens où ça recompose complètement l'échiquier de la manière dont on pense nos rapports au monde, en fait, Il y a une globalement. dernière chose à dire, c'est que ce manuel est aussi une lettre ouverte envoyée au ministère de l'Éducation et qui invite donc à montrer à quel point les notions par lesquelles on forme aujourd'hui les jeunes gens sont désuètes, à quel point ces notions-là sont encore prises dans le schéma moderne. Et donc, c'est une invitation de réforme sérieuse des programmes, en tout cas en philosophie en terminale, qui pour l'instant n'a pas été encore bien prise au sérieux, mais c'est vraiment on a essayé dans ce bouquin-là de faire un programme idéal de terminale, et donc des parents, des étudiants aussi, et donc des étudiants de première année, etc., etc. Ok, merci. Et selon vous, y a-t-il une spécificité des pensées de l'écologie en France? Et si oui, quelles sont-elles et pourquoi? Vas-y, Baptiste. Alors, et cette question-là m'a hanté dans les années 2019, justement au moment des 10 ans de la maison, parce qu'on commençait à voir éclore depuis 2, 3, 4 ans une foule en tout cas un grand nombre de penseuses et de penseurs de l'écologie qui arrivaient par des endroits assez surprenants. Et moi, je n'arrivais plus à suivre la bibliographie, je n'arrivais plus à tout lire, hein, ce qui se produisait dans l'année. C'était la première fois que j'étais largué, parce qu'en général, il y avait 3 bouquins qui sortaient par an sur ces sujets, puis c'était vite vu. Là, il commençait à y en avoir 10, 15, 20 de très bonne qualité. Et donc, c'est pour ça qu'avec Marin, on s'est lancé dans ce livre qui a été fondateur de plein de choses pour nous, Un seul commun, dans lequel donc, on a soigneusement choisi 20 personnes à interviewer, que Marin a ensuite interviewées. Et donc, moi, j'ai lu avec une immense attention ces 20 entretiens, parce que ma question, c'était, est-ce qu'il y a un événement intellectuel en France? Est-ce que la France est simplement en train d'arriver en retard par rapport au monde anglo-saxon, avec environ 40 ans, hein, ça a commencé dans les années 80 aux États-Unis, donc c'est 35 ans de retard. Est-ce que ça arrive enfin avec 35 ans de retard, ou alors est-ce que c'est autre chose qui se passe, etc. Et les 2 pistes de réflexion que je voudrais poser, on pourra en parler des heures, mais les 2 pistes de réflexion que je voudrais poser là, la première, c'était que ces penseuses et ces penseurs français de l'écologie sont analogues pour moi à ce qu'on appelle dans la viticulture une vendange tardive. Vous savez, quand on pousse les raisins à surmaturité pour que ce soit hyper sucré, alcoolisé. Il y a un côté comme ça, c'est-à-dire qu'en France, c'est arrivé tardivement, mais la récolte est très bonne, elle est très forte. C'est vraiment des voix très puissantes, très incarnées souvent, qui sont effectivement souvent des élèves de la Tour, comme pour Émile Liage, de Descola, comme Nastasia Martin, etc., mais avec vraiment des choses très fortes qui arrivent. C'est le premier élément. Donc, voilà, une vague tardive, mais très goûteuse et très particulière. Ce n'est pas non plus du Donna Haraway, ce n'est pas non plus du Anat Singh, c'est autre chose. Et le deuxième élément de réflexion, c'était sur le fait que ces pensées de l'écologie à la française sont relativement socio-centrées. C'est-à-dire que paradoxalement, elles ne partent pas, comme les penseurs américains, de la wilderness ou de la nature, parce qu'elles sont très méfiantes à juste titre du dualisme dans lequel est pris toujours l'approche moderne de la nature. Et donc, elles partent plutôt des questions sociales en montrant que, en fait, en partant de l'idée de base de l'écologie, que les mondes naturels sont eux-mêmes sociaux. Donc, à partir de l'idée de société, on peut tout à fait parler de choses naturelles. Et donc, c'est un point de départ différent. Enfin, c'est juste qu'on part de l'autre versant de la montagne pour aller au même endroit, finalement. Mais il y a un sociocentrisme, me semble-t-il, dans les pensées de l'écologie à la française qui donne sa singularité aussi. Ouais, je suis globalement d'accord avec Baptiste et peut-être juste une toute petite précision parce qu'il y a un nom qu'on n'a pas évoqué qui est quand même majeur pour la maison d'édition, c'est Baptiste Morisot qui a publié son premier livre, Les Diplomates chez Wild Project et qui je trouve est vraiment voilà, un emblème de ça aussi dans la manière dont il a pu composer ces problèmes-là et la manière dont il a trouvé un écho dans la société. Voilà, il y a eu un effet, il y a eu un effet Baptiste Morisot qui est indéniable. Et il est un bon exemple avec plein d'autres, hein, mais Émile Liach aussi par exemple, mais il est un bon exemple de comment les pensées de l'écologie ont réémergé, parce que c'est ça qui est important aussi quand on regarde sur le temps long, ont réémergé parce qu'elles étaient en fait très fortes et très puissantes dans les années 60-70,
avec des tas de mouvements militants, mais aussi de penseuses et de penseurs. Voilà, je pense à André Gorz, mais il y en avait des tas d'autres qui étaient là et qui menaient déjà un travail dont on hérite aujourd'hui indéniablement. Merci. Alors justement, à partir de ces pensées de l'écologie, de cette vendange tardive qui est très riche, vous l'avez souligné, eh bien, comment cette révélation intellectuelle, elle peut se traduire dans les faits, c'est-à-dire à partir de ce champ de la pensée, eh bien, quel type de société on veut faire advenir, comment peut se faire ce lien? Alors effectivement, dans le prolongement de ce moment de 2019, des 10 ans de la maison, du livre de Marin Un sol commun, de l'augmentation de l'équipe, de l'explosion des ventes pour nous ici, donc des moyens supplémentaires qu'on avait soudain, on a été amené à repositionner collectivement le propos intellectuel de la maison. Et on a eu le sentiment que le projet intellectuel que j'avais en 2009, qui était à l'époque j'avais dit ça, importer et implanter en France les pensées de l'écologie ou la philo de l'écologie, on s'est dit qu'en fait, ce projet, c'est bon, on l'avait fait. C'est bon, on n'allait pas faire ça encore pendant 40 ans. Et que maintenant, les pensées de l'écologie étaient tellement bien implantées en France que les plus gros éditeurs français s'y mettaient aussi, lançaient des collections avec des gros moyens, et que donc on n'allait pas concurrencer Actes Sud et Seuil sur des choses qu'ils savent très bien faire, et que nous, on avait été les pionniers de ça. Et donc, on est heureux de les avoir inspirés, c'est super, on est très fiers. Mais maintenant, on peut aussi peut-être aller plus loin dans notre projet. Après, la radicalité intellectuelle et philosophique était un premier pas. Il fallait faire rentrer ces pensées dans le monde académique. C'est fait, pas que grâce à nous, mais c'est fait aussi, enfin, on faisait partie des gens qui ont fait ça. On s'est dit, sur la deuxième décennie, ce qui nous motive, nous, évidemment, c'est de commencer à dessiner, à esquisser ce que ce serait qu'une société écologique véritablement. Par société écologique, là, on entend un petit peu ce qu'entend Ivan Illich par opposition à la société industrielle ou à la technocratie. Et donc, une société qui se défasse de l'idée absolue que sans état de droit, sans état-nation, tout part à volo, etc. Donc, une société qui se refasse par le bas. Et comme c'est un horizon d'écologie politique qui habite beaucoup Marin, c'était aussi un fabuleux compagnon de route pour mettre en œuvre cette nouvelle décennie. Et donc, on est maintenant sur un propos donc, vraiment très pédagogique d'une part et très politique au sens, non, alors pour dépasser aussi un discours critique du monde tel qu'il est, mais de donner vraiment à voir, à désirer une société écologique, que d'autres mondes sont possibles. C'est le mot d'ordre des apatistes. Et donc, dans cette direction-là, un des livres phares de cette nouvelle décennie, on le sort en septembre, là, le 9 septembre, c'est un livre qui s'appelle Plurivers, et dont Marin, si tu peux peut-être dire un mot Ouais, je veux bien, mais peut-être, du coup, je veux bien aussi le remettre un peu dans l'évolution de la maison et de la manière dont on l'a tissé. C'est qu'en fait, justement, dans cette réflexion sur l'activation de ce que pourraient être des sociétés écologiques, et donc pas seulement de la théorie, mais en fait de la mise en pratique des idées pour l'action, comme j'aime bien dire. On a travaillé, enfin, on a publié l'écologie sociale de Murray Bookchin, des textes écoféministes, la notion de biorégion qui est vraiment centrale dans notre catalogue, donc qui vient de la côte ouest des États-Unis et qui est vraiment cette idée de recréer les sociétés depuis les bassins versants et plus depuis les frontières artificielles des États-nations. Et du coup, tout ça, donc métissé avec les questions décoloniales dans la maison depuis quand même plusieurs années, comme on l'a déjà dit, et des choses qu'on porte aussi nous individuellement. Et il y a une notion voilà, qui est très forte pour nous, qui est centrale dans nos vies personnelles, mais qui n'était pas forcément tout à fait visible dans le catalogue de Wild Project. C'est la notion de plurivers, donc, qui est une notion qui est présente en Amérique du Sud depuis quand même plusieurs décennies, et qui porte cette idée qu'on peut fabriquer des mondes qui sont faits de plusieurs mondes, que l'universalisme a fait son temps, en fait, et que du coup, il y a des plurivers, que l'enjeu, c'est pas tant d'essayer de fabriquer le même monde partout, que de donner la possibilité à chaque monde d'explorer ses devenirs et de faire monde à côté des autres mondes. Et donc, il y a un livre qui, pour nous, était vraiment marquant de ça, qui est un livre donc, qui s'appelle Plurivers, un dictionnaire du post-développement, et qui est un dictionnaire qui a été fait du coup par 125 auteurs et autrices, principalement des Suds, et qui pose clairement l'idée que le développement est une autre forme du colonialisme, et qu'à côté de ce colonialisme du développement, que du coup les sociétés des Suds ont subi de plein fouet, hein. Nous, on est impérialistes, donc on le voit probablement moins. On en a le confort, en fait, on en a les conséquences, mais jamais les effets directs. Du coup, ce plurivers, en fait, c'est une manière pour tous ces peuples-là de mettre en avant l'ensemble des alternatives qu'ils et elles défendent depuis déjà des décennies, des fois des siècles. Et donc, à l'intérieur de ce livre, il y a une centaine d'articles courts, hein, qui font que quelques pages et qui mettent en avant des expériences
ou des manières de penser le monde qui sont des choses en action, quoi, qui sont déjà en train d'être faites. Et donc, c'est une espèce de philosophie de l'action ou de mise en théorie de l'action collective. Et voilà, donc c'est un livre pour nous qui est important parce qu'on a l'impression que c'est un peu la polyphonie de tous ces mondes faits de plusieurs mondes. Voilà, je ne sais pas si Baptiste, tu veux dire un ou deux trucs de plus, mais on a hâte qu'ils sortent en tout cas. Non, c'est bien, ouais. On est tous bercés par cette idée qu'il n'y a pas d'alternative. En fait, on ne peut pas faire autrement que d'être dans ce monde de multinationales, d'autoroutes, de banques, etc. Et ce que essaie d'établir ce livre-là, c'est à quel point il y a des formes diverses d'organisation socio-économique qui sont non seulement possibles, mais qui sont déjà existantes. Et que donc la sortie de l'autoroute du développement n'est pas une nouvelle autoroute qui serait un nouveau machin, genre Green Tech, je ne sais pas. La sortie de l'autoroute du développement, c'est reprendre des chemins de campagne en fonction des lieux où on situe des continents, des cultures et des héritages. Ok, merci. Et en conclusion, quel message auriez-vous envie de faire passer aux participants et aux participantes des rencontres? Ça, c'est une question difficile. Un seul message, c'est jamais simple. Du coup, dans la continuité de ce qu'on vient de dire, moi, je dirais ça. Le message, c'est quittons toutes et tous les autoroutes, hein. Organisons-nous pour qu'il n'y ait plus d'autoroutes dans cette société. Et tout ce qui va avec, hein, bien sûr. Et de mon côté, je pense que la conviction qui m'habite le plus et qui faisait d'ailleurs, qui était l'objet principal de ce petit livre Nature chez Anna Mosa dont vous parliez tout à l'heure, c'était l'idée qu'il n'y a pas d'un côté un mouvement écologiste il n'y a pas d'un côté donc ces pensées de l'écologie et de l'autre des mouvements décoloniaux, mais que les pensées de l'écologie, quand on les prend à la racine de façon vraiment profonde, elles défont tellement le logiciel occidental moderne qu'elles sont de fait des pensées décoloniales, et que donc les pensées décoloniales et les pensées écologistes sont en fait la même chose, ce qui est un peu surprenant parce que les groupes sociaux rattachés aux pensées décoloniales et aux pensées écologistes sont en général pas les mêmes, et que c'est rare d'avoir des gens qui ont cette double compétence écologiste et décoloniale. Donc socialement, c'est pas relié, mais il faut absolument une convergence de ces luttes parce que la cause, selon moi, est la même en fait au fond. Ok, merci beaucoup Baptiste Lanaspez et Marin Schaffner. Quant à vous qui venez de regarder cette vidéo, je vous invite à prendre part aux discussions en publiant un commentaire juste en dessous. Cela permettra d'enrichir le débat. Et enfin, je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle entrevue préparatoire. Merci à toutes et tous.